Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le XVIe siècle. Pour le peuple juif, c'est une période pleine de paradoxes. Une ère où se côtoient d'immenses souffrances, mais aussi une créativité absolument incroyable. C'est cette histoire fascinante, cette histoire de deux mondes qu'on va explorer. Alors, voici notre programme. On va commencer par regarder les grandes contradictions de ce siècle. Ensuite, on verra les deux réalités opposées, la persécution en Europe et en face, le refuge dans l'Empire ottoman. Puis, on se penchera sur l'extraordinaire renaissance culturelle qui a suivi. Et enfin, on verra quel héritage tout ça nous a laissé. Cette phrase, elle résume parfaitement le tableau. Le monde juif est littéralement pris en étau entre un accueil d'un côté et la persécution de l'autre. C'est ce contraste saisissant qui va tout redéfinir. Bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là pour provoquer une fracture pareille? Quelles sont les grandes forces en jeu? En fait, tout bouge en même temps. D'un côté, l'Europe est en pleine ébullition religieuse avec la réforme et la contre-réforme, et de l'autre, à l'Est, une nouvelle superpuissance est en pleine expansion, l'Empire ottoman. Ces grands bouleversements vont créer à la fois des dangers immenses et des opportunités totalement inédites. Commençons par l'Europe. Pour les Juifs qui y vivent, les expulsions d'Espagne et du Portugal à la fin du siècle précédent n'étaient en quelque sorte que le début. De nouvelles formes de persécution, plus systématiques, vont bientôt apparaître. Et là, on voit se dessiner deux destins qui n'ont rien à voir. C'est presque le jour et la nuit. D'un côté, en Europe, l'enfermement, la restriction. De l'autre, dans l'Empire ottoman, une terre d'accueil et d'opportunités. Pour les communautés juives, ce sont vraiment deux voies qui partent dans des directions opposées. La tendance en Europe est très claire. On va vers de plus en plus de ségrégation. L'idée, c'est de séparer, de restreindre. C'est comme ça qu'on voit apparaître les premiers ghettos, comme celui de Venise en 1516, des espaces clos où les communautés sont forcées de vivre. Allez, on change complètement de décor, on traverse la Méditerranée pour découvrir une histoire radicalement différente, mais qui se passe exactement au même moment. Les Juifs séfarades, donc ceux qui ont été chassés d'Espagne et du Portugal, vont trouver refuge dans cet empire ottoman en pleine expansion. Et ils ne font pas que survivre, ils fondent de nouveaux centres de vie hyper dynamiques, que ce soit à Salonique, à Constantinople ou encore à Safed, des villes qui deviennent des pôles commerciaux et culturels majeurs. Attention, l'histoire ne concerne pas que les séfarades. Au même moment, un autre grand mouvement est en cours pour les Juifs ashkénazes, ceux d'Europe centrale et orientale. Pour eux, le nouveau centre de gravité, c'est le royaume de Pologne, Lituanie, qui va devenir un pôle absolument majeur de la vie juive européenne. Alors, qu'est-ce qui arrive quand toutes ces communautés déracinées se réinstallent? Eh bien, elles ne se contentent pas de reconstruire leur vie. Elles vont innover, créer, et ça va donner lieu à un bouillonnement spirituel et intellectuel assez incroyable. C'est à Safed, justement, dans l'Empire ottoman, que le mysticisme juif, la Kabbale, va connaître un âge d'or. Cette petite ville de Galilée devient l'épicentre d'une révolution spirituelle dont l'influence va se faire sentir dans le monde entier. Et de Safed émergent des figures titanesques. On pense notamment à Isaac Luria, qui va complètement réinventer la Kabbale, et à Joseph Caro. Lui, il va rédiger le Shulchan Aruch, une œuvre monumentale qui va unifier la loi juive pour des siècles. Il faut bien mesurer l'importance du Shulchan Aruch. Pour des communautés juives qui sont éparpillées partout, avec des coutumes parfois différentes, ce livre va fournir un cadre commun, une sorte de colonne vertébrale juridique et rituelle. C'est un outil d'unification extrêmement puissant. Et dans tout ça, il y a une révolution technologique qui change la donne. L'imprimerie. Avant, il fallait copier les textes à la main, un travail long et fastidieux. Avec l'imprimerie hébraïque, on peut soudainement diffuser les savoirs à grande échelle. C'est ce qui va permettre à des œuvres comme le Shulchan Aruch de se répandre et de connecter ce peuple dispersé. Bon, alors récapitulons. Comment est-ce que ce siècle, avec toutes ses contradictions, a finalement façonné le monde juif tel qu'on le connaît aujourd'hui? Finalement, le XVIe siècle a complètement redessiné la carte du monde juif. D'un côté, il a donné naissance au grand centre culturel séfarade en Méditerranée, et de l'autre, il a consacré l'Europe de l'Est comme le cœur du monde ashkénaze. Et les idées nées à cette époque, que ce soit la Kabbalah de Luria ou la loi de Caro, restent absolument fondamentales aujourd'hui. On en revient donc à cette question. Comment une culture fait-elle face à la destruction? La réponse du XVIe siècle est fascinante. Ce n'est pas juste la survie, c'est la création. Face à un monde qui se ferme, la réponse a été d'en créer de nouveau, spirituellement et culturellement. Une leçon de résilience qui, forcément, nous parle en port.